La seconde partie de notre débat consacrée ce soir aux mesures annoncées par Manuel Valls pour lutter contre la radicalisation dans notre pays. Une radicalisation qui se fait maintenant moins dans les mosquées, beaucoup plus sur Internet ou encore en prison. On va en parler avec nos invités dans un instant. Mais Wassim, je voulais vous poser également la question. Finalement, notre politique étrangère aujourd'hui, cet interventionnisme des Occidentaux un peu partout, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, que ce soit sur le terrain proche-oriental, est-ce qu'il explique aussi une partie de la radicalisation de ces jeunes et surtout de ces jeunes issus de la communauté musulmane? Écoutez, ça l'explique en partie, bien sûr, parce que la France, qui est engagée sur différents territoires de guerre contre des factions djihadistes et en général dans des pays musulmans, ça suscite un certain sentiment, déjà pour ceux qui veulent rejoindre le djihad, mais il ne faut pas oublier aussi que parmi ceux qui ont rejoint, par exemple, des groupes comme l'État islamique et qui ont fini par frapper en Europe, en France ou à Bruxelles, par exemple, déjà, ils avaient cette volonté. Déjà, ils voulaient frapper, ils étaient prêts, si je puis dire, à frapper leur propre pays. Sauf que le feu vert n'a pas été donné. Donc le feu vert, après, a été donné avec l'accélération des frappes françaises et de la coalition en Syrie et en Irak, mais ils étaient déjà prédisposés à cela. Et même encore, je vais aller plus loin que ça, ils avaient aussi anticipé cela. Parce que quand ils avaient kidnappé des journalistes occidentaux, dont des Français qui, heureusement, ont été libérés, ils avaient anticipé cette intervention des pays occidentaux. Quand ils ont déjà commencé à envoyer des djihadistes en Europe, comme Mehdi Nemmouche, pour tâter le terrain, même quand ils ont envoyé les équipes qui ont frappé à Paris, à Bruxelles, ils n'étaient pas au recul là-bas. Ils étaient au contraire en expansion. Donc voilà. Frapper l'Europe, c'était une question de temps. Est-ce qu'il y a cette haine, finalement, de notre pays, de la nation française, pour ce qu'elle fait, finalement, sur le théâtre extérieur? Est-ce que ce sentiment-là est... Bien sûr que ça existe. Il y a une guerre que la France mène et que les pays occidentaux mènent depuis plusieurs décennies, que ce soit au nord Mali, ou dans la région du Sahel, au Yémen, en Somalie, en Afghanistan. Donc il y a ce ressenti qui existe. Et aujourd'hui, ce qui est différent aujourd'hui, c'est que les groupes djihadistes et terroristes, ils ont les capacités de frapper en Occident avec des ressortissants occidentaux. C'est ça qui a changé. C'est que la menace terroriste qui venait d'au-delà les mers avant, aujourd'hui, elle est interne. Donc c'est ça qui a changé aujourd'hui. Et le sentiment anti-occidental qui se développait dans les pays arabes pour des raisons de panarabisme, de causes palestiniennes ou d'autres, il est en train de muter aujourd'hui pour des causes djihadistes qui est aujourd'hui la cause ou l'idéologie avec laquelle on démarre ce siècle-là. Donc ça, bien sûr, c'est à prendre en considération. Mourad Benchelali, est-ce que vous l'avez éprouvé finalement, cette haine de l'Occident, lorsque vous êtes sorti de Guantanamo? Non, et ça n'a pas été facile de ne pas en vouloir aux Américains pour m'avoir torturé et de ne pas avoir eu un sentiment d'injustice à mon retour de Guantanamo pour être passé par la case prison. Mais j'ai fait l'effort de comprendre que ma situation, ma petite histoire rentrait dans une histoire qui était beaucoup plus globale et que évidemment, j'assumais ma part de responsabilité dans cette histoire. Donc j'ai essayé de prendre du recul. Voilà, j'ai dû me battre pour ne pas me radicaliser, ce qui est tout de même paradoxal dans un cadre de lutte antiterroriste, mais bon, c'est comme ça. Farhad Koskokavar, c'est donc la plupart, ce sont des musulmans qui partent. Est-ce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui la troisième finalement génération d'immigrés qui se révoltent aujourd'hui? Parce que finalement la première et la seconde génération, ceux qui venaient d'Algérie, ceux qui venaient du Maroc, de Tunisie, finalement ils étaient contents, ils étaient heureux de venir en France, ils avaient un meilleur salaire, ils envoyaient de l'argent au pays, ils avaient le sentiment d'être dans un pays démocratique. Et cette troisième génération a du mal justement à peut-être une sorte de haine vis-à-vis peut-être de notre République, parce qu'elles se sont marginalisées, parce qu'elles se sont exclues? Ce dont on peut être sûr, c'est que dans la plupart des cas en Europe, la première génération ne bouge pas. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu un couple, si vous voulez, qui ont tué 14 personnes et dont la femme était la première génération. Je veux dire, en Europe, on peut penser que la première génération, surtout parmi les travailleurs qui sont venus, parce que c'est quand même des gens de classe populaire, de classe ouvrière, dans une grande majorité, ceux-là ne s'insurgent pas. C'est la deuxième et la troisième dans l'ensemble. Alors, deuxième et troisième génération, ça aussi, ça pose un vrai problème, parce que si vous prenez un pays comme l'Allemagne, il y a très peu de djihadistes en Allemagne.
pour de multiples raisons. D'abord, l'absence de cet imaginaire colonial et post-colonial, et l'absence de banlieue. Il n'y a pas de phénomène de banlieue au sens français du terme en Allemagne. Le fait que les communautés turques soient beaucoup plus soudées et qu'il y ait aussi une dynamique industrielle allemande qui fait que le taux de chômage est beaucoup plus faible, même chez les musulmans qui sont là. Bref, un certain nombre de faits. Et puis le fait que la politique étrangère allemande n'est pas aussi active et aussi interventionniste que la politique française ou anglaise. Par conséquent, ces phénomènes-là, si vous voulez, s'articulent et donnent naissance à une configuration qui peut être ensuite exploitée par Daesh. Il y a aussi un autre phénomène. Si vous voulez, Daesh, c'est maintenant un moment où il recule. C'est un moment où il n'est plus dans la phase d'extension comme il l'était, si vous voulez, 2014 et une partie 2015. Eh bien, c'est aussi pour se venger et pour focaliser l'attention internationalement sur lui qu'il utilise ces phénomènes-là. Ils ont puni, soi-disant, entre guillemets, les Russes, si vous voulez, l'avion qui a sauté au vol, la France dans plusieurs cas, la Tunisie, etc. Et ils ont monté aussi des opérations dans d'autres pays qui interviennent, mais jusqu'à présent, enfin par exemple en Angleterre, ça n'a pas marché. Mais cela étant, il y a aussi une dialectique d'un nouvel État qui se constitue, un État qui n'a pas toutes les caractéristiques d'un État moderne, mais qui en a quand même les bases essentielles, c'est-à-dire un territoire, des moyens, des capacités financières importantes, et surtout un groupe de gens capables de mourir, si vous voulez, pour ça, cet État. D'une certaine manière, c'est leur supériorité sur nous. Qui est l'expression, si vous voulez, de ce néo-califat qui inspire beaucoup de jeunes, comme si c'était par exemple le cas du premier pays socialiste au monde, l'Union soviétique, en 1917, quand il s'est constitué. Je veux dire, il y a une dimension prosélyte, une dimension liée à ce qu'on pourrait appeler l'avènement d'un État qui se donne pour une rupture avec l'histoire, avec la constitution du néo-califat qui avait été abrogée, vous le savez, en 1924, si mes souvenirs sont exacts. En tout cas, si je puis dire, ces jeunes-là, ils y vont pour une vraie raison. Pour eux, ils participent à l'histoire avec un grand H. Voilà. Moi, ce que je développe, d'ailleurs, l'exemple de l'Union soviétique, j'en parle aussi dans mon livre, ce que eux, ils ont l'impression de participer vraiment à l'histoire et de construire un nouvel État, de faire une révolution. C'est pas que une guerre contre le monde occidental. C'est une révolution avant tout contre l'islam traditionnel qu'ils vivent dans ces pays-là, contre les pouvoirs claniques de ces pays-là, contre la corruption dans ces pays-là. Et encore une fois, les Occidentaux sont à peine 10% des recrues, et donc c'est une révolution, même le wahhabisme, on l'oublie. Le wahhabisme était une sorte de contre-révolution à une époque où il y avait des tentatives de réforme de l'islam. Et les djihadistes aujourd'hui s'inspirent de ce wahhabisme en se rebellant contre tous les systèmes claniques, tribaux, étatiques dans la région pour constituer un État, une pure théocratie qui va rivaliser, si je puis dire, avec la monarchie saoudienne qui se veut aussi représentative des musulmans. Allez, je vois qu'on revienne comme sur les mesures Manuel Valls avec vous, Pascal Popelin. Tout à l'heure, vous nous disiez, oui, la prévention, c'est la prévention dans l'enseignement. C'est partout. C'est partout, la prévention. Alors, par exemple, dans l'enseignement, ça se passe comment, la prévention dans l'enseignement ? D'abord, il y a tout ce qui doit être fait pédagogiquement, y compris en formant mieux les enseignants pour faire face à certains phénomènes auxquels ils peuvent être confrontés. Et puis, a été évoquée aussi la question, bien sûr, d'un meilleur contrôle des établissements qui ne sont pas sous contrat, parce que cela échappe à un certain nombre aux règles communes qui sont celles de l'éducation en France, qu'elles soient nationales ou privées. C'est également le contrôle des gens qui ont recours à l'enseignement à distance, parce qu'un des premiers éléments pour sortir des jeunes du système républicain, c'est de les enlever de l'école. Ça n'est pas interdit, puisqu'on peut, pour des raisons familiales, décider, il faut faire la preuve dans ces cas-là qu'on assure une éducation convenable à un enfant jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais c'est un des premiers moyens qui est utilisé dans certaines familles pour soustraire à ce qu'ils doivent considérer comme l'emprise idéologique d'une république démocratique et pour inculquer d'autres valeurs. Donc il faut être attentif à cela. Alors plus de surveillance aussi dans les prisons. Je voudrais savoir où on en est de la question des aumôniers musulmans, parce qu'on avait dit que c'était quand même une question qui était majeure, qui était centrale. Il y a 150 aumôniers musulmans pour l'ensemble des détenus en
en France. Il y en a 255 catholiques, plus de 300 protestants. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'aumôniers musulmans? Parce que c'est important, ça, Alors, peut-être justement des aumôniers qui viennent et qui expliquent aussi peut-être à ces jeunes détenus ce qu'est l'islam et que l'islam, c'est pas égal à la violence. Bien sûr, parce que d'abord... Mais est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? Alors, Parce qu'on a fait le constat quand Il y même. en a plus depuis 3 ans, mais il n'y en a pas assez clairement. On en est à Et, combien aujourd'hui? là, On j'ai est pas passé le- de 150 à combien? Je n'ai pas le chiffre, donc désolé, là vous me posez une colle, mais en tout cas il y a une nécessité à faire en sorte qu'il y ait davantage d'imams aumôniers dans les prisons, et j'allais dire effectivement que ce soit de véritables imams, d'où aussi toute la réflexion qui est menée par ailleurs par des instances comme le Conseil français du culte musulman, par Mais ça fait des années qu'on dit ça. universitaires. Pardonnez-moi. Pour les former, L'islam ben oui. de France, la formation Non, des non, mais moi imams. je ne dis Ça pas fait des 10 ans années qu'on fait entend ça. Il y a par exemple là une formation qui est créée à Sciences Po pour multireligieuse d'ailleurs, qui n'est pas simplement réservée à la question des imams. Hein. Il y a des rabbins, il y a des pasteurs, il y a des prêtres, une formation sur un môle commun de ce qu'est la religion dans une république laïque. Voilà, donc ça doit bien sûr pouvoir exister parce qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui se radicalisent le font dans des conditions qui sont extrêmement éloignées de ce que sont les valeurs de l'islam. Et pour la plupart, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est beaucoup des petites frappes dans un quartier qu'on raté, qui sont partis dans la délinquance, etc. Et qui, à un moment donné, sont repérés, un peu vidés de leurs réflexions et qui se trouvent finalement une nouvelle cause à défendre sans très bien savoir de quoi ils parlent. Donc moi, je suis vraiment pour qu'on mette la limite. C'est vrai que par commodité de langage, on parle d'islamisme radical, mais qui n'a strictement rien à voir avec ce que sont les valeurs de l'islam, et pas seulement l'islam de France. Oui, je ne vois pas tout à fait En d'accord. fait, Farhad c'est une version Tabar. extrémiste de l'islam, mais nous n'avons pas le droit de dire que ce n'est pas l'islam, parce qu'on fait exactement ce que eux ils font avec les autres, c'est-à-dire l'excommunication. Vous dites, vous n'êtes Je pas des communie musulmans, personne. Oui. vous n'êtes pas. En fait, c'est une version extrémiste de l'islam. Et il y en a parmi eux qui sont quand même très versés dans un certain nombre d'études islamiques. Moi, j'en ai rencontré plusieurs en prison. Il y a un parti pris effectivement de radicalisation chez eux. Il y a une rupture avec la société qu'ils vivent comme étant une société de mécréants. Donc ces phénomènes-là existent. Évidemment, c'est des phénomènes ultra minoritaires. Nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas une raison de dire ce n'est pas de l'islam et que eux ils sont des faux musulmans et que les autres sont de vrais musulmans. Je veux dire, entrer dans ce débat théologique, c'est à mon sens très dangereux. Excusez-moi, Par mais contre, moi je ne connais pas une religion monothéiste, une des grandes religions monothéistes, qui prône d'assassiner son prochain. Je n'en connais pas. Et à partir de ce moment-là, les techniques... historiquement, monsieur, il y en a eu vraiment. Mais il y en dans a des eu États- partout, et Mais oui, et donc, des extrémistes, il y en a partout. Mais ça a oui. toujours été des dévoiements par rapport à ce que sont fondamentalement Vous pouvez ces avoir cette religions et leurs vision racines. enfin, vous pouvez C'est pas avoir une ce vision jugement de idéaliste, valeur, c'est une vous réalité. pouvez Et à un avoir ce moment jugement donné, de valeur, je mais pense qu'il ne faut pas ce avoir n'est de pas- complaisance avec Allez. ces dévoiements et dire que ce serait Allez, Mourad. une version de ceci ou une version de cela. Mourad Benjelali, aujourd'hui, vous sillonnez les écoles. Hein, Vous instaurez comme ça un imam, vous aussi. Vous Vous sillonnez affirmez les connaître écoles les- justement hein, pour raconter ce que vous avez vécu. D'ailleurs, vous revenez, je crois, de Belgique. Hein. Vous étiez à Bruxelles. Vous avez rencontré des jeunes. Vous leur dites quoi à ces jeunes? Alors moi, j'ai pas de discours tout fait, en effet. Moi, je suis pas non plus là à leur dire que ce qui est le bon islam du mauvais. Enfin, j'essaye en tout cas de pas leur faire de leçons de morale. Je leur raconte mon parcours sans détour, ce que j'y ai vécu, ce que j'y ai découvert et les leçons que moi j'ai pu tirer de tout ça. Et en effet, je reviens d'une semaine en Belgique. Et d'ailleurs, je trouve assez paradoxal que j'ai plus de facilité à le faire là-bas qu'ici en France, parce que j'ai quand même Pourquoi eu des écoles qui m'ont refusé d'entrer. Je ne sais pas. Franchement, il y a d'ailleurs un monsieur le député à qui on pourrait poser la On va lui question. poser la Pourquoi est-ce question. que j'ai Ah ben, on autant va de lui poser, vous difficultés inquiétez pas. Certainement parce que le fait que j'ai eu peut-être un casier judiciaire, ça peut avoir de la réticence ou des choses comme ça. Mais moi, le problème, c'est que c'est ce qui fait aussi ma légitimité. Donc c'est une espèce de cercle vicieux. Ceci étant, j'étais content d'aller là-bas, de rencontrer un certain nombre de jeunes à qui voilà, j'échange, je vais dans des écoles. J'ai été aussi dans des prisons d'ailleurs. Enfin voilà, je rencontre des plus jeunes de 13-14 ans, je vais des plus âgés dans des maisons de jeunes. Et puis j'ai l'occasion aussi de parler avec des professionnels voilà, qui se posent aussi un certain nombre de questions. Alors Pascal Popelin, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas la parole à Mourad Benjelali en France, dans les écoles hein?
Et on le fait en Belgique d'ailleurs. Et moi, j'ai aucun élément objectif qui me permette de douter de la Est-ce qu'on a le sincérité de soupçon? monsieur. On a le Mais doute? à un moment donné, oui, effectivement, quand on a un casier judiciaire, il peut expliquer pourquoi, son parcours, etc. Mais c'est quelque chose qui doit faire réfléchir l'institution sur le fait que vous donnez la possibilité de vous exprimer devant... Parce que d'un côté, on parle de la réinsertion, si vous voulez, c'est ça quand même un peu le paradoxe de l'histoire. Oui. C'est qu'on parle de centre de réinsertion Non, mais et je puis veux dans le dire même que temps, il y a je quand même connais le soupçon qui je connais pèse pas le toujours. cas, je connais pas le cas précis de monsieur, donc je me garderai bien de porter un jugement. Je dis simplement, puisque vous m'interrogez sur cette question, que il faut pas être naïf. Quand il nous disait tout à l'heure que sortant du parcours terrible qui a été le sien, la seule chose dont il avait besoin, c'est un logement et un boulot. C'est pas si simple parce que pour la responsabilité d'autorité publique, le remettre comme ça dans la nature, c'est pas évident. Le mettre devant des enfants, c'est pas évident. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Non mais attendez, Je dis monsieur, qu'il il a faut y été regarder reçu, d'extrêmement près. Mourad a été reçu au Sénat. Je ne connais Mourad pas. a été reçu au Parlement. Mais d'accord. Mourad a payé son ticket pour aller au Sénat et être entendu. Donc je pense que déjà, il sera beaucoup plus audible qu'un Mais imam vous comprendrez qu'il y a quelconque une différence entre être formé par un jeune qui y est attiré par cette idée de djihad. Mourad sera beaucoup plus audible pour lui qu'un imam formé par la République. Parce qu'on était à un pas stade où on formé par la disait... République. Ça n'existe pas. Oui, La République, on peut elle ne pas, forme pas parce que comme le disait Monsieur les religieux. Korsova, Hein. comme le disait Monsieur Korsova, on va dire c'est pas l'islam, c'est pas les musulmans, et former des imams républicains et parler d'islam de France pour parler à ces jeunes. Donc on est en plein contradiction. Alors qu'il y a des jeunes comme Mourad qui ont eu une expérience très réelle et très concrète. Il peut en parler. Il est reçu partout ailleurs qu'en France. Donc c'est pas très logique. C'est pas très logique parce que les solutions toutes faites qui veulent être imposées ou inculquées à une frange de la société, ça ne marche jamais. Il faut que les solutions viennent de l'intérieur, de parcours personnel, de remise en question personnelle. Quand la solution ou la réponse est imposée par le haut, elle ne marche jamais. Je vous remercie de la leçon, mais en même temps, c'est une leçon qui se fonde sur des présupposés qui sont inexacts. D'abord, il n'y a aucun moyen de comparer le fait de pouvoir être reçu à l'Assemblée nationale ou au Sénat devant des parlementaires qui ont, disons, une capacité à avoir un libre arbitre. Il y a moins de précautions, on peut recevoir tout le monde à l'Assemblée nationale que dans le cadre, par exemple, de l'éducation nationale, puisque ce dont on parlait, c'était d'aller dans des collèges ou des lycées. Moi, j'ai rien contre le principe. Je ne connais pas monsieur, je ne connais pas le détail de son parcours, je dis simplement qu'il faut regarder. Mais vous ne pouvez pas être sur ces sujets-là simplement dans le fait très intéressant et juste que vous indiquez, consistant à dire c'est pas si moi je vais parler de déradicalisation dans un collège ou dans un lycée, je vais avoir relativement peu de succès. C'est pas mon intention, c'est pas ma prétention. Mais la caricature des imams républicains, qui est d'ailleurs une méconnaissance totale du principe de laïcité, la caricature du discours d'en haut qu'on veut imposer comme ça, je crois que ce n'est pas la réalité de ce plan. Si précisément il y a des mesures pour faire qu'il y ait un collège de chercheurs qui soit associé, qui puisse produire des travaux, qui puisse essayer de nous expliquer. Le premier mot que j'ai prononcé tout à l'heure parlant de ce plan, c'est qu'il fallait faire preuve d'humilité. Alors moi, j'essaie d'en faire preuve. Tâchez aussi, dans vos jugements, d'en faire preuve. Bon, ce sera le mot de la fin. Hein. C'était un peu tendu, là, sur la fin. Non, c'est Mourad, non, pas du tout. allez, Mourad Benchelali, parce qu'on ne peut pas se quitter comme ça. Mourad Benchelali, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous allez continuer à... Vous travaillez, et vous allez continuer à aller à la rencontre de ces jeunes, alors si ce n'est pas en France, c'est ailleurs ? Oui, j'y retourne fin du mois en Belgique pour une semaine. Voilà, et je suis content d'y aller. Et continuez. Mais Voilà, Pascal Poplin, Merci. Une dernière question, Mourad Benchelali. Vous pensez que vous êtes fiché S encore aujourd'hui, qu'il y a quand même un soupçon ? Oui. c'est une A évidence. priori, c'est des fichiers qui sont assez... c'est difficile de le savoir, mais ça ne m'étonnerait pas. Ceci étant, juste pour terminer là-dessus, c'est que c'est assez intéressant sur la conception de l'état de droit. À mon avis, c'est la présomption d'innocence qui devrait prévaloir et pas l'inverse. Voilà. Merci. Merci. Vous voulez rajouter un mot, mais vraiment un mot, parce que Farhad Koch. En même temps, il faudrait que la République et la société française facilitent la tâche des repentis pour qu'ils puissent, en un sens, montrer en quoi cette version de l'islam n'est certainement pas la meilleure pour convaincre les uns et les autres, pour créer une société plus juste.
Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à Mourad Benchelali, Wassim Nasr, État islamique, le fait accompli. C'est aux éditions Plomb. On accueille tout de suite Laure Manin, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce lundi. Bonsoir Laure, et on revient, alors on fait vraiment un rétropédalage, on revient 3 jours en arrière à l'élection donc de Sadiq Khan qui est le nouveau maire de Londres, mais déjà des polémiques liées à sa religion. Absolument, vous vous souvenez donc maintenant tout le monde connaît Sadiq Khan, vous l'avez dit, c'est le nouveau maire de Londres, on sait également qu'il est avocat de droits de l'homme de formation, il a été député de Tooting qui est un quartier pauvre de Londres, il a été ministre de Gordon Brown avant donc de devenir maire de Londres. Est-ce que tout le monde a souligné dans les médias, en tout cas dans les médias français, c'est qu'il est musulman. Et ça a fait beaucoup le buzz parce que ça inquiète encore. Parfois, ça a été traité de façon très maladroite, notamment en France. Le musulman Sadiq Khan, favori pour devenir le prochain maire de Londres. Ça agace beaucoup de monde, notamment sur les réseaux sociaux. Ces tweetos soulignent, il faut quand même savoir qu'en Angleterre, on trouverait ça déplacé d'insister sur le fait que Sadiq Khan est musulman. Une autre réaction également, celle de Philippe Auclair. La chose la plus importante dans l'élection de Sadiq Khan, ce n'est pas qu'il soit musulman, mais que les Londoniens s'en fichent royalement. Néanmoins, la polémique a tout de même gonflé, notamment au moment de sa prestation de serment. C'était dans la cathédrale de Southwark, avec cette photo de sa femme. À gauche, il est avec sa femme. À droite, on le présente avec sa femme, une femme voilée de blanc. Et ce tweetos dit que Sadiq Khan s'est fait passer pour un musulman modéré pour être élu. Dès son élection, il a voilé sa femme. C'est sa femme, mais est-ce que c'est bien sa femme ? Pas du tout. C'est pas du tout sa femme. Justement, oui. C'est une intox. Classique. Comme d'habitude. Que les décodeurs dévoilent. C'est en fait une femme qui se trouvait effectivement au moment de sa prestation de serment dans la cathédrale de Southwark, mais qui était derrière lui, qui n'est pas du tout son épouse, comme le souligne également Atlantico, qui montre ici son épouse Sadia Khan au moment de la prestation de serment, et c'est dans la cathédrale, donc on voit bien qu'elle n'est pas voilée. Malgré tout, ce que les réseaux sociaux et les médias soulignent avec cette polémique, c'est que l'islam ne fait plus peur, dit cet homme qui boit une pinte dans un pub, et ça, répondent les autres hommes qui sont avec lui, ça fait peur. En fait, il souligne que le fait qu'un homme musulman puisse être élu sans faire peur, c'est finalement inquiétant pour certains. Et il y a même cette petite blague qui a été faite depuis, c'est cette image d'une femme voilée. C'est la reine Elisabeth II, la reine d'Angleterre, qui porte donc un fichu comme beaucoup de gentilles grand-mères en portent ou en portaient. Et ça n'a évidemment rien à voir avec le voile musulman, mais ce tweetos s'amuse à raconter, ça fait à peine un jour et déjà la reine porte un hijab. Londres est tombée, souligne-t-il. Tout autre chose à présent, Denis Baupin, vous savez qui c'est ? Ça fait la une de l'actualité, oui. Ça a fait beaucoup la une de l'actualité. Président de l'Assemblée nationale qui a démissionné. Voilà, le nouvel ex-vice-président de l'Assemblée nationale, une affaire de harcèlement sexuel dont parle Mediapart. Un mot, Pascal Popelin, quand même ? Sur ça ? Oui, sur ça. Moi, je regrette que ce soit sur la place publique. C'est-à-dire que je considère que c'est des affaires, si les faits sont vrais, ils sont inacceptables et ils doivent être jugés. Si c'est pas vrai, j'en sais rien. C'est pas. Est-ce que c'est pas une manière de briser l'omerta aussi ? Parce que ces femmes, elles ont mis du temps à témoigner. Non, c'est pas justement bien de le mettre sur la place publique, au contraire, et pas de rester dans l'entre-soi pas dans et que ce soit le silence. Mais devant la justice, oui. Donc évidemment, vous condamnez. Évidemment, vous condamnez si ces faits sont avérés. Et le machisme dans le milieu politique, parce que dans le fond, ce sont les élus qui devraient montrer l'exemple. Je regrette, mais je n'ai pas été victime du machisme, donc j'ai un peu de mal mais il faudrait interroger mes collègues femmes, et certaines ont dit. Mais il existe, on peut être un homme et avoir un regard sur se dire que dans le milieu dans lequel on évolue est un milieu machiste, tout en étant un homme. J'ai un principe, c'est ce qu'a dit Laurence Rossignol aujourd'hui. Elle a dit, quand une femme dit non, c'est non. Voilà, quand on a cette règle-là, je crois qu'après, on peut vivre très bien ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à Mourad Benchelali qui était avec nous depuis Lyon. Merci beaucoup Laure Manin. On vous retrouve pour une chronique complète à 20h45. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Très belle soirée. Tout de suite le journal sur France 24.